Merci, docteur Bousta. À mon tour de remercier l'assistance pour la présence et on lui souhaite la bienvenue. J'ai le plaisir de commodérer avec mes amis docteur Bousta et docteur Outlha. Et j'ai aussi le plaisir d'introduire ma chère amie, le professeur Hind Serhan, du CHU d'Agadir, pour nous présenter les nouvelles approches pour le dépistage précoce de la tuberculose latente. À toi la parole, Hind. Merci. Merci, chère Bouchra, Zulf Laoun, et bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'AFMAPAT de m'avoir convié pour parler des nouvelles approches pour le diagnostic précoce de la tuberculose latente. Et je saisis l'occasion pour féliciter l'AFMAPAT et en particulier le comité d'organisation pour le choix des thématiques, pour l'organisation sans faille et également pour le choix aussi de la ville Ocre, qui est ma ville de cœur et que j'aime particulièrement. Donc, je disais que l'AFMAPAT m'a convié pour parler des nouvelles approches pour le dépistage précoce de la tuberculose latente. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la tuberculose demeure un problème de santé publique mondial, avec 10 millions de nouveaux cas annuels, 1,2 million de décès, un quart de la population mondiale pratiquement est estimée infectée par le Mycobacterium tuberculosis, avec 2 millions de personnes à travers le monde, et que la plupart des patients infectés sont asymptomatiques, qualifiés de porteurs d'infection tuberculeuse latente. Donc finalement, la définition de l'infection tuberculeuse latente est un état au cours duquel le patient est infecté par le Mycobacterium tuberculosis en particulier, sans aucun symptôme clinique, ni anomalie radiologique ou microbiologique évidente. Et donc cela identifie les patients ayant été au contact avec le Mycobacterium tuberculosis et ayant développé une réponse immunitaire. Cela n'implique pas forcément la persistance de l'agent pathogène vivant dans le corps du patient et que la plupart des patients n'ont pas de signes ou de symptômes cliniques de tuberculose et ne développeront jamais de tuberculose. Donc, je rappelle un petit peu l'histoire naturelle de la maladie. C'est après un contact infectant, on a de façon initiale, ou alors initialement, on peut assister à 3 types d'évolution. Soit que l'infection, elle va être éliminée d'emblée si les moyens de défense immunitaire de l'organisme ils sont très forts, soit la tuberculose, elle va passer directement à une tuberculose maladie active, ou alors on va assister à une tuberculose pulmonaire ou une infection tuberculeuse latente. Donc ce cas de figure, il peut persister plusieurs années sans symptômes, et puis après, on va avoir plusieurs types d'évolution. Soit à un certain moment où les défenses immunitaires ils vont devenir défaillantes, donc il va y avoir une réactivation très rapide et on va avoir une maladie qui va se développer très rapidement, ou alors on va avoir un cycle, une évolution cyclique de la maladie avec apparition de symptômes, puis disparition, etc. Ou alors on peut avoir une tuberculose latente plusieurs années, ou à n'importe quel moment, on peut avoir une élimination carrément de la maladie au cours de l'évolution. Voilà. Donc finalement, il doit y avoir certainement des facteurs de risque pour que l'infection tuberculeuse évolue soit vers une maladie réelle ou restée quiescente, et donc ces facteurs de risque sont reliés essentiellement à l'âge. Donc les extrêmes d'âge, notamment les enfants en bas âge, c'est ceux qui peuvent évoluer rapidement ou développer rapidement une tuberculose active, et bien évidemment elle dépend aussi de la qualité des défenses immunitaires de l'organisme, après aussi le temps écoulé après l'infection qui est pratiquement un maximum de 1 à 2 ans. Donc dépasser cet intervalle, le risque d'évolution vers la tuberculose active, il devient très peu probable. Et donc, grâce à ces facteurs de risque-là, on peut identifier des populations à risque de développer l'infection tuberculeuse, notamment les sujets qui sont au contact de sujets qui sont déjà infectés ou qui présentent déjà une maladie active, notamment les enfants, les patients vivants ou qui voyagent souvent dans des régions de forte prévalence de tuberculose, les patients ayant vécu ou vivant actuellement en communauté, notamment les sans-abri, les sujets qui vivent dans des maisons de retraite, dans des orphelinats, dans les prisons, etc., les employés de ces maisons de retraite, de ces prisons, de ces orphelinats également, les personnels au contact des sujets tuberculeux, comme les pneumophysiologues, les
populations définies localement comme ayant une forte incidence, comme les régions qui sont mal desservies médicalement, les populations à faible revenu, les consommateurs abusifs de drogue et d'alcool, et puis les enfants ou les adolescents au contact d'adultes à haut risque d'infection tuberculeuse. Donc, selon le programme national de la lutte anti-tuberculeuse, donc la version de 2020, donc, il a défini les populations pour lesquelles les tests diagnostiques d'une tuberculose latente doivent être effectués. Notamment, c'est les cas dont on vient de parler, les sujets contacts, la population carcérale, les migrants, les réfugiés, les patients avec des défaillances immunitaires comme les diabétiques et les sujets vivant avec le VIH dont vient de parler le professeur Al-Bourqadi, les patients candidats à un traitement par les anti-TNF-alpha ou toute autre biothérapie qui déprime l'immunité vis-à-vis de la tuberculose, les patients en insuffisance rénale traités par hémodialyse ou dialyse péritonéale, les patients en préparation à une greffe hématologique d'organes et les patients atteints de silicose. Voyons voir maintenant rentrant dans le vif du sujet, et on va parler justement des moyens de dépistage de cette tuberculose latente. Et donc, bien évidemment, on va commencer par le test le plus ancien, le plus classique, qui est l'intradermoréaction à la tuberculine et qui reste, malgré son ancienneté, un test que l'on peut utiliser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il résulte de la réaction contre les antigènes du mycobactérie avec le derme, et l'intensité, bien évidemment, de la réaction locale, elle sera due à la libération des cytokines par les lymphocytes sensibilisés que l'on va mesurer 48 heures à 72 heures après. Donc l'IDR à la tuberculine reste quand même un test bon marché, il n'est pas très cher, il est accessible, il peut être réalisé partout, par n'importe quel professionnel, il suffit qu'il soit entraîné et sans matériel technique laborieux. Donc là, c'est la réalisation de la technique de l'intradermoréaction à la tuberculine. C'est tout simplement une injection intradermique de 0,1 ml de tuberculine, qui correspond à 5 unités de tuberculine, à l'aide d'une seringue à insuline pour induire justement une papule au niveau de l'avant-bras. Et c'est cette papule-là que l'on va mesurer 48 heures à 72 heures après. Donc on mesure bien évidemment la papule, mais pas l'érythème, parce que l'érythème ne renseigne pas sur la réaction immunitaire qui s'est produite après 48 heures et 72 heures justement pour faire le dépistage de la tuberculose. L'interprétation, elle va dépendre de la taille de l'induration et de certains facteurs de risque. Bien évidemment, la taille, elle va dépendre des facteurs de risque, et l'interprétation, elle va dépendre aussi, c'est-à-dire de la taille. Si on a une taille de 5 mm, on peut interpréter la réaction comme étant positive dans certaines situations, notamment chez les sujets vivant avec le VIH, des contacts récents avec des personnes qui sont infectées par la tuberculose, en cas de signes radiologiques subjectifs de maladie tuberculose, chez les patients transplantés d'organes et chez les patients qui sont immunodéprimés, notamment ceux qui reçoivent une corticothérapie au long cours supérieure à 15 mg par jour, ou les sujets qui sont sous anti-TNF-alpha. On considère que la réaction à 10 mm, elle est positive chez les patients qui sont nés dans des régions de forte endémie tuberculeuse comme les Philippines, le Vietnam, l'Inde, la Chine, etc. Les consommateurs excessifs de drogue, les travailleurs dans des laboratoires de microbiologie, les sujets qui travaillent ou qui vivent c'est-à-dire en communauté avec des malades qui vivent en communauté comme les maisons de retraite, les orphelinats, etc. Les patients ou alors les sujets qui ont des comorbidités comme ce que vient de mentionner le professeur Al-Bourqadi, les sujets diabétiques, les sujets ayant une maladie rénale ou alors une insuffisance rénale, certains types de cancers, les enfants de moins de 5 ans parce qu'ils ont une immunité qui n'est pas encore élaborée, les enfants et les adolescents qui sont
exposés à des adultes qui ont un fort risque de développer une tuberculose. Et puis si l'induration ou alors l'IDR à la tuberculine, elle dépasse 15 mm, on peut considérer bien évidemment comme positif, quel que soit le patient, même ceux qui n'ont pas de facteurs de risque de développer une tuberculose. Alors, il faut savoir que l'intradermoréaction à la tuberculine reste un outil de valeur diagnostique, mais elle est loin d'être parfaite. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des résultats qui sont faussement positifs ou faussement négatifs dans des situations particulières. Quand on a une infection avec des mycobactéries autres que le Mycobacterium tuberculosis, chez les patients qui sont vaccinés, si la méthode d'administration n'est pas correcte, si l'interprétation également n'est pas correcte, ou alors si le produit, par exemple, il n'est pas bon. On peut avoir également des réactions faussement négatives en cas d'allergie cutanée pour les sujets qui sont immunodéprimés, en cas d'infection tuberculeuse récente, chez les patients qui ont une infection tuberculeuse ancienne. Dans les extrêmes d'âge, les sujets âgés et les enfants, c'est-à-dire de moins de 5 ans, etc. Donc, les inconvénients par conséquent de l'intradermo-réaction à la tuberculine, elle reste la faible spécificité. Pourquoi? Parce qu'elle contient plusieurs antigènes qui sont communs avec les antigènes du BCG et avec les antigènes des autres mycobactéries, pratiquement plus de 200 antigènes. Et donc, ce qui rend sa spécificité vraiment très mauvaise. La mauvaise réalisation aussi, ou la technique, si elle n'est pas bien faite, si l'injection elle est mal faite, si le produit est périmé, si l'évaluation est subjective de l'opérateur, ça peut induire une erreur où la réaction elle peut être interprétée faussement positive ou négative, et d'autres conditions bien sûr qui peuvent diminuer la réactivité de la peau, notamment l'infection virale, les défaillances immunitaires et les extrêmes d'âge. La répétition également du test peut entraîner aussi une augmentation artificielle de la taille de la réaction, ce que l'on appelle l'effet boost. Je vais vous en parler. Le test est réalisé sans contrôle négatif ni positif, contrairement aux autres examens in vivo. La qualité de la tuberculine également, elle peut influencer la positivité ou la négativité, et la valeur prédictive, elle est très limitée de la tuberculose. Et puis après, la conversion rapide après un contact infectant devrait imposer l'indication d'un traitement préventif, bien que le patient ne présente pas de risque de développer une tuberculose maladie. Donc, c'est quoi l'effet boost finalement? C'est une personne qui vient d'être au contact du Mycobacterium tuberculosis. La personne, elle va être testée 1 an plus tard. La réaction, elle sera négative tout simplement parce que les moyens de défense, ils ont oublié d'être réactifs aux antigènes du mycobactérie atypique. Et puis après, cette injection, elle va faire quoi? Elle va booster, ou alors elle va induire la mémoire des défenses immunitaires, ce qui va faire que après 1 an par exemple, ou alors après quelques mois, si on refait l'intradermoréaction à la tuberculine, on va avoir une réaction positive par l'effet boost de la dernière injection que le patient a eu entre-temps, et pas en raison, ou alors et la réaction elle n'est pas positive parce que le patient il a eu une infection entre les 2 injections. Voilà. Donc, on a vu l'intradermoréaction à la tuberculine, qui est un test de routine, qui est un test qui n'est pas très coûteux, facilement réalisable. Et puis après, on va passer aux examens biologiques, notamment les tests de libération de l'interféron gamma actuellement qui sont disponibles. Il s'agit de tests sanguins qui peuvent faire ou constituer une alternative très intéressante à l'IDR, à la tuberculine. Ils ont le même principe, sauf que c'est des tests de laboratoire qui sont in vivo. Ils sont capables de mesurer l'interféron gamma qui est libéré par les lymphocytes T activés après contact avec Mycobacterium tuberculosis essentiellement, nécessitent une prise de sang, un transport et un équipement du laboratoire, mais ils offrent plusieurs avantages par rapport à l'intradermoréaction à la tuberculine, notamment la meilleure spécificité. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent que 2 antigènes qui sont spécifiques justement au Mycobacterium tuberculosis et qui ne contiennent pas d'antigènes communs avec les autres mycobactéries et avec le BCG.
nécessite une seule visite du patient, contrairement à l'intradermo qui demande que le patient soit déplacé 2 fois, la première pour la réalisation et la deuxième pour la lecture. La rapidité aussi des résultats qui peut s'effectuer ou se faire en 24 heures, la standardisation et l'objectivité de la procédure, la réalisation avec un témoin positif et négatif, et elle n'induit pas d'effet booster, contrairement à l'intradermo-réaction. Par contre, elle garde certains inconvénients et certaines limites, notamment le coût qui est élevé et qui est vraiment très différent et très très important par rapport à celui de l'intradermo-réaction à la tuberculine. Elle nécessite quand même des prérequis techniques, notamment les conditions de transport du laboratoire, le retard dans le traitement parfois à cause de problèmes techniques, la disponibilité de laboratoires spécialisés, chose qu'on ne peut pas toujours avoir, surtout dans les régions lointaines. Et il existe actuellement deux tests qui sont disponibles actuellement sur le marché, le quantiférant TB+, et le T-Spot TB test, qui sont 2 procédures qui sont différentes, mais ayant le même principe. Donc le quantiférant TB+, c'est la nouvelle version du quantiférant TB Gold en tube. La différence entre les deux, c'est que le quantiférant TB classique, il comprend des antigènes qui stimulent uniquement les lymphocytes T CD4+, alors que la nouvelle version, ils ont ajouté des antigènes à la fois des CD4 et des CD8+. Donc le potentiel de différenciation à une infection récente d'une maladie active peut se faire grâce au quantiférant TB+, et il est plus sensible que le quantiférant classique pour la détection de l'infection à mycobactéries atypiques. Le T-Spot TB, c'est un test immunoenzymatique réalisé sur des cellules mononucléées du sang périphérique séparées et comptées. Il s'agit de monocytes et de lymphocytes circulants. Il utilise 2 peptides qui sont contenus dans la paroi du Mycobacterium tuberculosis, essentiellement les ZAT6 et le CFP10, qui sont des antigènes spécifiques au Mycobacterium tuberculosis qu'on ne trouve pas dans le vaccin et qu'on ne trouve pas dans les autres mycobactéries. Le résultat est rapporté comme un nombre de cellules T produisant l'interféron gamma, et l'individu est considéré comme positif pour l'infection à mycobactéries si le nombre de tâches dans les puits d'antigènes dépasse un seuil spécifique. Et donc l'interprétation, elle peut se faire de façon quantitative et qualitative, et donc on peut avoir finalement, ou alors aboutir à 4 types de résultats. Soit des résultats positifs, ça veut dire que l'infection à mycobacterium, elle est probable, soit un résultat négatif, ça veut dire que l'infection à mycobactéries, elle est peu probable, mais elle reste quand même possible si le patient présente des signes cliniques ou des symptômes de tuberculose, ou si le patient il est à haut risque de développer une tuberculose maladie. Le résultat indéterminé, ça veut dire que le test n'offre pas la possibilité d'informations utiles, et donc faire les IGRA ou l'intradermo-réaction, et invalide également au borderline. Il va falloir, c'est des informations qui ne sont pas très utiles, donc il va falloir refaire ou répéter les IGRA ou l'intradermo-réaction. Les patients ayant un IGRA positif doivent être évalués pour la tuberculose maladie, et si la maladie elle est exclue, il faut un traitement de l'infection tuberculeuse latente qui doit être envisagé. Et donc, si on compare les deux tests, les IGRA et l'intradermo, donc les IGRA, ils requièrent une seule visite pour le patient, contrairement à l'intradermo. Donc, comme j'ai expliqué, il va falloir que le patient se déplace minimum 2 fois. Les résultats, ils peuvent être délivrés au bout de 24 heures pour les IGRA, contrairement à l'intradermo pour laquelle on doit attendre minimum 48 à 72 heures. Le phénomène de booster que l'on voit uniquement pour les intradermos et pas pour les IGRA. Et puis après, les antigènes du BCG et des autres mycobactéries qui peuvent être contenus dans l'intradermo, dans la tuberculine, et pas dans les IGRA. Donc d'autres nouveaux tests
sont actuellement disponibles et sont aussi prometteurs dans le cas du diagnostic de la tuberculose infection. Il s'agit des tests cutanés avec antigènes spécifiques au Mycobacterium tuberculosis, le CTB et le Diaskin test. Il s'agit de 2 tests cutanés qui utilisent uniquement 2 antigènes spécifiques présents dans les souches virulentes du Mycobacterium tuberculosis, à savoir les AT6 et le CFP-P10. Donc c'est comme le TISPO-TV. C'est des tests qui sont récemment développés. Ils remplacent la solution de la tuberculine. La technique, elle est similaire à celle de l'intradermoréaction à la tuberculine, sauf que la performance, elle est similaire à celle des IGRA. Alors, si on veut comparer les 3 tests dont on vient de parler, notamment l'intradermoréaction, les IGRA et les nouveaux tests diagnostiques, donc c'est-à-dire la forme ou alors la manière avec laquelle on teste les 2 autres, les IGRA, c'est des tests bien sûr in vivo, c'est des tests de laboratoire, alors que les 2 autres tests, c'est une intradermoréaction avec des produits qui sont bien évidemment différents. Donc la différence entre les deux, c'est que le Diaskin test, il contient 2 antigènes spécifiques du Mycobacterium tuberculosis, contrairement à l'intradermoréaction, ce qui confère une utilité beaucoup plus importante pour le Diaskin test et pour les IGRA par rapport à l'intradermoréaction. La sensibilité beaucoup plus importante pour l'intradermo, mais la spécificité est de loin meilleure pour les 2 autres tests. Et puis après, la possibilité ou alors la prédiction de la progression de la maladie qui est modeste pour l'intradermo et les IGRA et elle est complètement, on ne peut pas prédire l'évolution pour le Diaskin test. Alors, il existe aussi un test sanguin au doigt, comme le glucomètre. Donc, c'est un test sanguin au doigt de Cepheid qui vérifie la réponse de l'hôte à 3 gènes du Mycobacterium tuberculosis que l'on appelle le MTB-HR. C'est un test sanguin au doigt. Il permet de quantifier les niveaux relatifs d'ARN messager des gènes GBP5, DESP3 et KLF à partir d'un échantillon de sang total sur la plateforme GeneXpert. Donc, une étude prospective qui a été conduite à Shanghai du 20 avril au 14 juillet, ayant comme objectif d'évaluer les performances de ce test pour distinguer justement entre le diagnostic d'une tuberculose active, d'une tuberculose infection latente, d'autres pathologies pulmonaires, mais également de sujets sains. Sur 653 patients qui ont été inclus, 192 avaient un diagnostic de tuberculose active, le reste, 468, a été classé comme patients qui n'ont pas de tuberculose active, patients avec une infection tuberculeuse latente et patients qui sont porteurs de pathologies pulmonaires et sont volontaires sains. Donc, cette étude a conclu que ce test, il offre un potentiel de test sanguin pour le dépistage sanguin très rapide avec le triage des personnes suspectées notamment ceux qui ne sont pas traités. En plus de ça, ce test est hautement sensible pour le diagnostic des individus avec une charge bactérienne très importante et donc il permet justement de prédire l'évolution vers une tuberculose maladie contrairement aux autres tests. D'autres biomarqueurs aussi ont été évalués dans certaines études, notamment celle-ci, qui parle également du taux de monocytes dans le sang, qui est un marqueur biologique de transformation de la tuberculose infection à la tuberculose maladie. Chez les patients avec une IDR à la tuberculine positive au-delà de 14 mm, un taux élevé de monocytes dans le sang périphérique est accompagné d'un risque de progression élevé vers la tuberculose maladie. D'autres biomarqueurs également ont été étudiés dans certaines études, comme cette étude transversale qui a été conduite sur 19 patients, 19 patients ayant une tuberculose active, 8 patients contrôle, 16 patients avec une tuberculose infection, non associée au VIH bien évidemment. L'objectif de l'étude était d'identifier les potentiels biomarqueurs IMA capables de distinguer une tuberculose active d'une tuberculose infection.
L'excès de surnageant du test du quantiférin TB Gold en tube ont été utilisés justement pour mesurer les analytes humains à l'aide d'un test semi-diplex axé sur les lymphocytes Th17. Donc les résultats, ils avaient montré que toutes les réponses spécifiques à l'antigène ont été élevées dans le groupe d'infection tuberculose latente comparativement à la tuberculose active et au groupe contrôle, et que l'interleukine 17 est une protéine inflammatoire des macrophages, l'interleukine 13, l'interleukine 6, donc plusieurs interleukines ont été produites de manière significativement différente par les individus atteints d'infection tuberculose latente et de tuberculose active, et que cette étude a suggéré qu'on peut justement utiliser plusieurs biomarqueurs biologiques pour déterminer, pour d'abord dépister une infection tuberculose latente et pour prédire également l'évolution de la tuberculose infection vers la tuberculose maladie en se basant justement sur ces biomarqueurs. Le PET scan, avant de conclure, est un outil également utile non seulement cliniquement, mais il aide à comprendre la dynamique, la physiopathologie et l'histoire naturelle de l'infection. Le PET scan est très précieux pour la stadification et la localisation dans le cas où on a besoin vraiment de faire une biopsie pour confirmer le diagnostic de tuberculose, l'identification de la tuberculose latente et l'évaluation précoce de la réponse au traitement. Par ailleurs, ça reste quand même un examen qui est très coûteux, qui est irradiant, qui n'est pas toujours disponible, et son rôle dans la prise en charge est en expansion à un certain âge. La mémoire immunitaire, elle oublie justement les antigènes du mycobactérie, elle n'est pas réactive, et puis quelques mois plus tard, si jamais on refait une intradermo-réaction à la tuberculine, elle peut être positive justement parce qu'on a boosté l'immunité qui est quiescente ou qui était dormante ou qui a oublié complètement les antigènes du Mycobacterium tuberculosis. Pardon ? Ça se fait dans tous les laboratoires. Alors, je n'ai pas d'idée, mais en tout cas, le quantiférin maintenant TB+, il est actuellement disponible au Maroc. Je ne sais pas si ça se fait actuellement dans toutes les villes du Maroc, mais le TB+, on me l'a présenté la dernière fois, et il est disponible actuellement au Maroc. La question, professeur Ben Khedr. Merci Hen pour cette belle présentation. Je voulais simplement vous dire que pour l'intradermo, vous avez dit qu'elle était une spécificité très mauvaise. Moi, je pense que la spécificité, elle est assez bonne quand même. Surtout dans les pays à endémie tuberculeuse. Parce que là, les autres mycobactéries ne sont pas toujours présentes. Donc je pense que chez nous, il vaut mieux rester dans ces normes-là parce que le coût est tout à fait différent. Voilà. Pour sa mesure, il y a quand même des principes de base que, personnellement, on doit rappeler. C'est que ça se mesure au doigt, au stylo et à la règle. Si vous ne touchez pas du doigt, elle est tactile. Pour cerner comme il faut l'induration, mettre les deux extrêmes pour la délimiter et faire un diamètre qui soit horizontal et un diamètre vertical. Maintenant, pour le plan de la sémantique, parce que toi et moi, nous avons fait des infections tuberculeuses latentes à 1000 reprises, certainement. Je pense que mettre dépistage... Et moi, l'OMS, j'ai discuté déjà avec eux sur ce problème. Ils auraient dû s'investir dans le vaccin, s'investir dans la prise en charge des tuberculeux qui sont confirmés, mais ils ont fait tout un monde sur d'infection tuberculeuse latente. Dire dépistage, de toute façon, si on trouve ça, c'est que on est dans le dépistage. Parce que le traitement proposé, c'est une chimioprophylaxie. Mais je ne sais pas, c'est la question que je te pose, est-ce qu'il faut vraiment, à part les sujets contacts et les petits sujets à risque que vous avez cités, est-ce qu'il faut s'investir autant dans cette forme de tuberculose? C'est la question que je vous pose. Je pense, c'est mon avis personnel. Après c'est vous l'expert, c'est vous. Oui. Comme on est un pays justement d'endémie tuberculeuse et on est vraiment, on est confronté à la tuberculose et avec surtout la région dans laquelle j'exerce. J'ai vu un nombre conséquent de tuberculose que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc si on fait le dépistage précoce
Et on trouve avec des intradermaux, et on trouve que c'est positif, bien qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir une évolution vers une maladie. À mon avis, il vaut mieux traiter, il vaut mieux donner une chimioprophylaxie, parce que les conditions, comme vous connaissez, les conditions de vie sont précaires, les défenses immunitaires, ils peuvent à n'importe quel moment devenir défaillants, et par conséquent, l'évolution, elle n'est pas prévisible. Donc, à mon sens, en tant que c'est-à-dire, je dirais, en tant que pneumophysiologue en lutte contre la tuberculose, je pense qu'il faut traiter, il faut donner une chimiothérapie, prophylaxie, même si on n'est pas sûr de l'évolution vers une tuberculose maladie. C'est mon avis personnel. On va se permettre encore 2 petites questions, mais brièvement, s'il vous plaît. Je crois qu'on est tous unanimes sur l'intérêt de l'intradermoréaction dans le diagnostic de l'infection de tuberculose latente. Encore faut-il avoir la tuberculine, parce que nous, à CASA, ça fait des années qu'on ne pratique plus d'intradermoréaction parce qu'on n'a pas la tuberculine. Oui, oui. C'est vrai, c'est un problème, c'est un vrai problème, effectivement. Mais certaines pharmacies, ils peuvent justement se procurer de la tuberculine. Je ne sais pas, on a eu pas mal de patients dans le service pour lesquels certaines pharmacies, ils ont ramené de la tuberculine. Je ne sais pas d'où ils peuvent ramener, mais effectivement, il y a une rupture, il y a un problème justement pour l'intradermal. La dernière question. Merci bien. S'il vous plaît. Merci. Donc, je pense que concernant ce qu'a dit Siali, je pense qu'il est capital d'aller dans l'approche suivante. Dépistage dans l'arrière-pensée de traiter, mais pas dépistage pour tout simplement faire le dépistage. Ouais. Et ce sont les recommandations internationales. Ouais. Secondairement, concernant la zone limite entre 10 et 15, les recommandations, c'est de refaire, après 3 mois, une nouvelle IDR. Toute augmentation de la positivité, même chez les sujets âgés ayant moins de 10 mm, de plus que 10 mm, est une positivité. Et évidemment, l'augmentation au-delà, c'est une réaction positive, et la réaction fluctuinulaire est une réaction déterminée comme étant fortement positive, indiquant le traitement. Et pour le comptage, environ 30% des malades ayant un contact étroit présentent une primo-infection. Et il est nécessaire de traiter, sauf exception, type comorbidité, etc. Parce que là, il faut faire disons, le bénéfice et le risque entre toxicité médicamenteuse et bénéfice du risque de développement de la maladie.